Je suis ravi, là aussi, de pouvoir démarrer notre programme sur le projet gazier. Vous savez que ça fait plusieurs années que nous sommes dessus. Peu de gens y croyaient au début, mais les choses commencent à se concrétiser. C'est pas encore gagné. Il y a encore du travail à faire, de la marche à faire, mais on avance. Je voudrais remercier là aussi Docteur Galzo de sa présence parmi nous. Il est là depuis l'année dernière. Il est venu plusieurs fois soutenir le projet Mayotte, la candidature de Mayotte. Monsieur Rogour, merci. Merci aussi de nous accompagner depuis 2 ans. Et je n'oublie pas les autres, les opérateurs aéroportuaires, portuaires, l'hôpital, mais aussi le monde du tourisme pour leurs engagements, parce que je crois qu'il est important aujourd'hui que Mayotte puisse être cette base arrière du projet Mozambique. Ce n'est pas loin. On attend de nous du congrès, parce que des structures sont prêtes à démarrer d'ici 1 an ou 2. Nous devons nous préparer, nous devons nous mettre à jour nos différentes infrastructures, notamment portuaires, aéroportuaires, mais aussi l'administration qui doit aussi se préparer à accueillir un flux d'étrangers qui vont passer par Mayotte pour rejoindre le plateforme. Merci. Nous allons continuer nos travaux. Merci. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être avec vous à Mayotte. Je retrouve plusieurs personnes connues, donc bonjour en particulier à certains, bien sûr. Je vous remercie beaucoup pour l'organisation de cet événement, et je vais aller en 3 points en complément de ce qu'a dit l'ambassadeur hier. Alors, première partie, l'activité générale au Mozambique cette année. On traverse une année un peu particulière du fait de la crise du Covid, qui va entraîner en fait une contraction du PIB assez légère, attendue entre moins 0,5 et moins 3% selon les sources, et on devrait avoir une inflation relativement modérée de l'ordre de 3%. C'est une année qui va être difficile, mais pas complètement catastrophique. Qu'est-ce qui a sauvé l'année au Mozambique? C'est principalement le secteur agricole, qui en fait enregistre une excellente récolte. Il n'y a pas eu de stress hydrique, il n'y a pas eu d'excès d'eau, il n'y a pas eu de cyclone. La récolte est excellente et ça va préserver en fait l'essentiel. Ça va notamment permettre de baisser le prix des denrées agricoles avec une inflation donc assez réduite. Et je rappelle que le secteur agricole, c'est à peu près 25% du PIB au Mozambique et ça emploie quasiment 75% des actifs. Avec en plus un très grand potentiel de croissance, des terres fertiles, des surfaces disponibles. Le pays s'appuie également sur une richesse importante en matières premières. Vous en connaissez certaines. On a ici la 9e réserve de gaz au monde. Le pays sera probablement le 6e producteur de gaz avec les 3 projets prévus et sans doute dans le top 5 à plus long terme. Le Mozambique est également un pays qui dispose d'importantes réserves de charbon, même si cette matière première n'a pas le vent en poupe. Également d'importantes réserves de graphite. C'est aussi le premier producteur de rubis au monde. Et on découvre de l'or et des diamants. Il y a des découvertes quasiment chaque année, donc on est encore loin d'avoir utilisé tout le potentiel minier de ce territoire. Pour le futur, et sauf accident, notre sentiment il est partagé avec la plupart des observateurs et des institutions financières. On s'attend en fait à encore une période un peu difficile jusqu'à la mise en route des projets gaziers. Et à partir de 2023-2024, on devrait avoir une période de récupération assez rapide, avec une croissance qui pourrait être supérieure à 10% pendant au moins une décennie, sauf rebondissement, bien sûr, d'ici là, il peut toujours se passer des choses, mais l'élan pris devrait permettre d'avoir une croissance réellement forte sur une durée très, très longue qui devrait démarrer à partir de 2024. C'est pas seulement les projets gaziers qui vont créer cette dynamique, il s'agit aussi du secteur électrique. Il y a un massif plan d'électrification qui est en route avec de nouvelles lignes, de nouvelles centrales. On va passer de 34% des foyers raccordés à environ 64%
en fin 2024. Donc ça aussi, ça aura un impact important sur l'activité générale. Je rappelle qu'il est important de ne pas faire une lecture du Mozambique sous le seul angle des projets gaziers. Il y a beaucoup d'autres secteurs très importants ici. Et puis, en fait, le troisième axe qui va permettre d'apporter aussi un regain d'activité, c'est la modernisation, la mise au niveau des grands ports du Mozambique. Vous savez qu'il y a 3 couloirs logistiques internationaux qui passent par le Mozambique, Maputo, Beira et Nacala. Il y a un travail très important en cours de rénovation du port de Nacala, qui alimente les pays de l'intérieur, Zambie, Malawi, etc. Donc là aussi, il y a un trafic qui augmente. Les statistiques sont excellentes sur le port de Beira, par exemple, pour cette année. Donc il y a un flux plutôt dynamique sur ce pays. Deuxième point de ma présentation, c'est notre vision pour les 10 années à venir. Alors, on est optimiste, comme la plupart des observateurs. On sait que c'est un pays qui subit des contre-coups cloniques liés. Il y a une agitation sécuritaire, donc la donne n'est pas simple, mais compte tenu des atouts en main, on devrait quand même avoir un réel décollage de ce pays sur le long terme. Les 2 sujets que nous surveillons attentivement au plan économique, c'est tout d'abord le surendettement. C'est un pays qui a une dette de 110% du PIB. C'est excessif, totalement. Et le deuxième point que nous surveillons et que nous essayons de rétablir, c'est la crise de confiance avec la communauté financière internationale depuis l'affaire des dettes cachées, donc 2016. Sur le premier point, le surendettement, compte tenu des perspectives de croissance, la dette devrait repasser sous la barre des 90% vers 2024. Il constitue déjà une très bonne première étape. Pour la reconstruction de la confiance, pour nous, 3 piliers de travail sont nécessaires. Le premier, et il est bien lancé, c'est de faire aboutir la négociation en cours avec le FMI pour engager le Mozambique dans un programme structurel qui soit large. On a dans ce programme, la France pousse pour que ça démarre. Il y a des négociateurs qui ont démarré en fin d'année 2019 et on devrait pouvoir aboutir normalement, ça semble pour l'instant bien engagé. Il faut toujours être prudent, mais on devrait aboutir peut-être l'année prochaine, on verra. Avec le Covid, tout a été perturbé. Dans ce programme, on souhaiterait inclure une aide à la programmation budgétaire. C'est probablement un des points les plus sensibles. Un deuxième point qui est un meilleur cadrage du rôle de l'État actionnaire pour éviter de nouvelles dettes cachées. Et enfin, des appels d'offres publics en gré à gré. Il y a d'autres choses, mais je vous donne les principales. Le deuxième axe pour reconstruire la confiance, c'est que le Mozambique se dote d'un fonds souverain pour gérer les futures recettes gazières. Et pour cela, on souhaite que le Mozambique s'inspire des meilleurs modèles, dont celui de la Norvège. Et effectivement, il y a une coopération informelle qui est en cours depuis plusieurs mois avec la Banque centrale du Mozambique, qui serait pressenti comme le pilote de ce fonds souverain. Le FMI est également derrière ce projet. Et le troisième axe, pour reconstruire la confiance toujours, c'est de renforcer le dispositif de lutte contre la corruption. Je parle de la corruption en col blanc jusqu'à la petite corruption au guichet quand on va chercher un document. Et puis, un programme de lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est en lien avec la corruption, et contre le financement du terrorisme, qui est devenu un sujet majeur au Mozambique, comme vous le savez. Sur ce troisième axe, ce troisième pilier, la France va intervenir puisque nous avons conclu en août avec le gouverneur de la Banque centrale du Mozambique un accord d'assistance technique. J'ai eu une conf call encore hier pour verrouiller certains points. On a un budget qui est déjà validé à Paris et on va pouvoir apporter un expert technique, ou peut-être même 2, de la Banque de France qui va venir pendant 1 année ou 2 années par séquence apporter du savoir-faire, de la fintech, c'est-à-dire des logiciels de criblage d'opérations suspectes, etc. Donc ça sera fait avec bien sûr l'appui de la DG Trésor, de l'AFD et de la Banque de France. Troisième et dernière partie de ma présentation, ce sont les principaux enjeux que nous suivons. Alors, l'ambassadeur en a parlé hier, j'étais avec lui, on a préparé ensemble ces 2 interventions. L'enjeu sécuritaire, bien entendu, dans le Nord, je ne reviens pas. Il est essentiel de rétablir l'ordre dans le Cabo Delgado, pas seulement pour les projets gaziers, parce que c'est un sujet qui peut se propager à la région et perturber toute la côte est africaine. Le deuxième sujet que nous surveillons, c'est le développement de la formation. On est dans un pays où le système éducatif est relativement
faibles et nécessitent des renforcements importants pour pouvoir participer justement à ces développements. Les projets gaziers, c'est un bon exemple dans le secteur de la formation. Ils sont en train de monter des écoles, dépenser beaucoup d'argent pour former des cadres, des employés, des ouvriers, tous les types de services, de la logistique, des comptables, de façon à pouvoir les employer après. La France appuie ce dispositif avec un système de bourses. Total va probablement nous demander 30 ou 40 bourses pour l'année prochaine. Et également, on appuie un dispositif de formation locale pour former des centres de formation ici. C'est quelque chose qui est connu, ça existe déjà. Et ça serait probablement intéressant pour les équipementiers et pour le groupe Total. L'autre axe qui est très intéressant pour le Mozambique, c'est de développer une filière gazière aval avec des centrales électriques à gaz. Il y a déjà un projet important avec Total à nouveau. Et puis peut-être davantage de véhicules fonctionnant au gaz, plus de gaz aussi utilisé par les ménages. Un autre enjeu, et ce sera l'avant-dernier, c'est de développer au Mozambique un programme agricole. Alors je sais que la session est plutôt consacrée au thème du gaz, mais n'oublions pas l'agricole. C'est un sujet clé au Mozambique, c'est avant tout un pays agricole. Ça reste la première force économique du pays et c'est ce qui fait vivre en fait la nation et emploie la plupart des actifs. On est sur un territoire qui dispose d'importantes terres, il y a des ressources en eau, les terres sont très fertiles et permettent de faire tous les types de cultures. On peut faire des fraises jusqu'à des cultures tropicales et il y a de la disponibilité. J'ai rencontré à plusieurs reprises des gens qui disaient pouvoir mettre à disposition 500 hectares assez facilement en concession pour faire des productions. Donc on trouve de la terre, c'est pas comme dans certains pays où c'est plus compliqué, on trouve de la terre, il y a un potentiel très intéressant à développer ici des activités de production, pas seulement pour fournir les projets gaziers, mais aussi pour exporter. Même chose dans l'aquaculture, il y a un territoire gigantesque, un littoral de plus de 2000 km, avec des mangroves où on peut faire du crabe, des crevettes, des poissons. Il y a bien sûr des sociétés qui font déjà, mais elles sont très peu nombreuses. Et il y a encore un gisement gigantesque à développer dans ce domaine. Et pour finir, en quelques mots, ce secteur agricole et aquacole est très important et très pertinent pour Mayotte. Enfin, le dernier point, et vous le connaissez, je vais aller plus vite, je crois que ça sera abordé, c'est bien sûr de tirer profit de la proximité géographique avec Mayotte et le Mozambique pour attirer les activités de Total et des équipementiers. Je sais qu'il y a des discussions en cours sur des évacuations sanitaires, de la logistique portuaire, fibre optique, déplacement de personnes. Ça impliquera peut-être quelques adaptations, mais c'est clairement une jolie carte à jouer avec un appui politique fort. On pousse aussi beaucoup dans ce sens. L'ambassadeur en a parlé hier. Donc on devrait voir des choses sortir sur Mayotte. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis venu il y a un an pour découvrir Mayotte. Et puis, pour commencer à parler avec vous des opportunités que pouvait représenter, comme l'a dit Monsieur Séjourné, ce projet géant de développement gazier au Mozambique et son potentiel impact sur Mayotte et en quoi Mayotte pouvait, avec cette nouvelle donne, son épingle du jeu. Alors, c'est intéressant parce que c'était il y a un an. Et puis, il y a un an, je vous avais dit, écoutez, effectivement, compte tenu de sa situation géographique, Mayotte a une carte à jouer. Dans les heures qui ont suivi mon intervention, j'ai visité Mayotte, j'ai visité différentes choses, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et ce que j'ai vu, ça a confirmé mon propos. Il y a un an, j'avais dit, écoutez, ce qui est important, c'est de vous regrouper, c'est de définir votre offre, et puis de la mettre en forme d'une manière qui va parler à ce monde pétrolier et gazier. Bien, ça a été fait. Consécutivement à notre réunion l'année dernière, monsieur le préfet a réuni les forces vives de l'économie locale. Tous les secteurs étaient représentés. Il y avait l'hôpital, il y avait l'NPE, il y avait les différents entrepreneurs des travaux publics et des différents corps de métier. Tous ces gens-là étaient ensemble dans une salle. Et puis, il a été décidé de faire ce premier pas, d'étudier. Et une étude a été confiée à un cabinet de conseil qui connaît très bien ce monde parapétrolier. Alors, c'est le cabinet représenté par François qui prendra la parole avec moi. Et l'étude, elle a eu lieu, elle a été faite. Elle a permis formellement d'écrire. Il y avait des possibilités à Mayotte. Et elle a commencé à creuser les différentes pistes, alors que M. Séjourné a rappelé, c'est l'hôpital, c'est la logistique portuaire,
la logistique aéroportuaire et puis différents services. Donc des choses ont été faites depuis un an et maintenant il faut continuer parce que de l'autre côté du canal, le développement gazier, lui, continue. François va vous présenter son étude et va creuser un petit peu les différents sujets. Moi, pour avoir lu ce premier rapport, je relève une piste intéressante proposée par ce cabinet, c'est celle de faire un cluster d'entreprises. Alors désolé, en ce moment, le mot il n'est pas forcément bien choisi, mais de faire un groupement d'entreprises à Mayotte pour être plus présent et plus fort en mutualisant vraiment les efforts. Ce groupement d'entreprises, il représenterait Mayotte, il coordonnerait les efforts et puis il pourrait représenter Mayotte là où ça se passe. Alors ça se passe évidemment au Mozambique, mais ça se passe aussi ailleurs, ça peut se passer en Asie, dans les grandes places industrielles. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est que nous, Evolène, et comme l'a présenté votre animatrice, c'est notre rôle de faire ça. C'est notre rôle de fédérer, d'appuyer les efforts. Et on est prêt à prendre notre part pour réaliser cette initiative, de réaliser un groupement d'entreprises pour défendre les intérêts de Mayotte et pour mettre en avant tout ce que Mayotte peut apporter dans ce développement gazier. Voilà, c'est ma proposition aujourd'hui et croyez-moi, on est à votre disposition et on le fera parce que les choses avancent et puis on a montré que sur l'année dernière, les idées qu'on avait évoquées, donc il y a un an maintenant, elles ont été mises en œuvre et les choses avancent. Bonjour à tous. Donc effectivement, la société que j'ai créée, que je dirige, s'appelle Kayamb. Kayamb, c'est également un volcan en Équateur par lequel passe la ligne de l'Équateur à son plus haut point. C'était une inspiration pour nous pour créer le nom de la société il y a 8 ans maintenant. Nous travaillons depuis un an pour le compte de la préfecture, mais au service de l'ensemble du territoire mahorais, avec une équipe assez fournie pour mieux définir ce que pourrait être l'offre de Mayotte vis-à-vis de ces projets gaziers. Alors, j'ai essayé de récapituler de manière très rapide ce que sont ces projets gaziers pour qu'on sache de quoi on parle exactement. J'imagine que pour beaucoup de personnes dans la salle, c'est quelque chose de connu, alors j'irai très très vite. Est-ce que vous voyez la présentation ? Très bien. Bon, on voit. D'accord. Alors, du coup, si peut-être comme ça vous le verrez mieux. Mais sinon, là, c'est très bien aussi. Hein. Ah, ok, alors c'est parfait. L'idée que je voulais développer, c'est que notre pays voisin, le Mozambique, est actuellement le lieu d'un certain nombre de développements gaziers qui sont parmi les développements gaziers les plus importants du monde. Je vais aller très rapidement vers des indicateurs qui vous permettront de les situer. Ça sera, ce sont les réserves de gaz naturel parmi les plus importantes d'Afrique, 3e ou 4e en fonction de la manière de les calculer. Ça place le Mozambique dans les 10 premiers producteurs de gaz potentiels au monde. Ces gisements sont actuellement prospectivement opérés par plusieurs projets, un que Total a lancé, qui est déjà bien avancé, un qui serait lancé par Exxon d'ici quelques années, et un autre par Eni. Ce que je voulais vous faire comprendre au travers des images qui sont ici, alors j'espère qu'elles sont assez parlantes, c'est que ces développements consistent à aller chercher du gaz en mer et de ramener ce gaz jusqu'à la terre pour deux des projets majeurs. Ce sont des développements d'une importance majeure avec des installations industrielles sous l'eau, des navires
en grand nombre, des installations à terre massives, des habitations pour les gens qui y travaillent, des usines de traitement du gaz, des pistes aériennes, des axes logistiques à développer. On peut résumer le projet, enfin ces projets, à des dizaines de milliards de dollars investis, dont plusieurs décisions pour près de la moitié d'entre eux sont réalisées, et des dizaines de milliers de personnes qui travailleront dessus. Non compter toutes les personnes qui, de près ou de loin, fourniront des choses pour ces projets. On a parlé avec M. Séjourné de l'agriculture, plus de 60 à 70 000 personnes qui travaillent, il faut les nourrir, et il est évident que ça aura un impact énorme sur la région au niveau de l'agricole, si on prend ce seul exemple-là. Notre mission, celle qui nous a été, la question qui nous a été posée, c'était d'établir un pont entre une industrie qui a ses spécificités et ses technicités, et on va dire jusqu'à son vocabulaire qui est très complexe, des développements industriels très divers pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble d'un projet gazier. Et l'idée générale, c'était de pouvoir rapprocher cette demande créée par ces investissements majeurs de l'offre disponible à Mayotte. Et donc pour cela, eh bien, il fallait étudier ce que Mayotte avait à offrir ou de ce que Mayotte pourrait éventuellement offrir dans un avenir proche et quelle était la demande réelle de ces projets gaziers, en parlant leur langage. Il a été on a réfléchi à la meilleure équipe possible pour pouvoir fournir des ambassadeurs de la cause économique mahoraise, en quelque sorte, vis-à-vis des spécificités de ces projets. Ces projets, il faut voir leur organisation comme une grande pyramide, à la tête de laquelle on trouve l'opérateur qui prend la propriété du projet, mais également l'État. Et puis, en dessous, tout un tas de déclinaisons avec des constructeurs, des entreprises qui viennent se greffer et qui viennent adresser chacune des micro-problématiques techniques. On a réuni une équipe composée de spécialistes institutionnels, d'ex-patrons de développement gazier pour des opérateurs majeurs et d'ex-dirigeants de constructeurs qui étaient les plus à même de savoir où il fallait aller chercher les détails que Mayotte pouvait éventuellement adresser en fournissant une offre. Donc c'est dans cette analyse de l'offre, dans cette adaptation de l'offre à la demande que notre équipe a travaillé pour faire un pont, en quelque sorte. Là où nous en sommes arrivés, c'était que Mayotte avait des avantages intrinsèques forts, très ciblés sur trois axes majeurs dont on va parler, puis également des axes concurrentiels, des atouts concurrentiels très importants, parmi lesquels sa proximité, évidemment, parce que Mayotte est un des ports et un des aéroports les plus près de ces développements industriels existant dans une zone développée et sécurisée. Les atouts que l'on a identifiés sont prioritairement sur trois axes majeurs. Le premier, c'est évidemment le port et tous les développements logistiques qui peuvent se dérouler autour. C'est la zone portuaire et on va dire la zone portuaire élargie avec la protection naturelle que peut offrir le lagon. Le deuxième axe majeur, c'est l'aéroport. On a dit que pour ces projets gaziers, il fallait amener, transporter, évidemment des marchandises, des équipements, mais également des personnes qui y travaillent. Mayotte est idéalement placée sur la carte aéroportuaire et pourrait bénéficier de ces apports en termes d'hébergement, de tourisme, pourquoi pas, pour les gens qui y travaillent. Voilà, c'est un deuxième axe très fort qu'on a identifié. Le troisième, résidant dans la
qualité de l'offre de soins du CHM pour d'éventuelles évacuations sanitaires. J'y reviendrai dans la partie suivante parce que c'est quelque chose, à mon avis, de très important en termes d'exemple de ce que peuvent être les montages qui profitent au projet gazier et également au territoire marin. On pourrait détailler de manière très précise, c'est ce qui a été fait par l'étude, mais je ne suis pas certain que ce soit le grand besoin aujourd'hui auprès de votre Assemblée, mais ce que j'ai noté par contre, c'est les adaptations nécessaires pour que cette offre devienne une offre appréciée des constructeurs et des opérateurs sur place. Il faut bien se rendre compte que ces projets ont une durée de vie très longue. C'est des périodes de construction assez longues, des projets qui sont un peu décalés dans le temps, et donc il y a un peu de temps pour s'adapter, mais enfin il faut quand même mener ces adaptations pour certaines d'entre elles à grande vitesse, et pour d'autres les mener progressivement. C'est des adaptations en termes d'équipement, en termes d'infrastructure et de génie civil. Il est évident que sur le port, il y a quelques améliorations à promouvoir pour que celui-ci devienne incontournable dans la zone. C'est des adaptations institutionnelles. Il faut que le pouvoir de l'État et des collectivités territoriales se rendent compte que, en termes fiscaux, en termes douaniers, en termes même de pilotage des adaptations, il y a sans doute des choses à renforcer pour que ces adaptations se passent au mieux, pour que l'offre puisse se dérouler correctement. Il va y avoir des adaptations pour les entreprises, pour les fournisseurs de services, étatiques ou autres, en termes de normes, puisque l'industrie gazière est une industrie qui demande un très haut niveau de qualification pour les entreprises, un très haut niveau de normes de qualité. Et puis, c'est une adaptation en termes de technologie, évidemment, sur certains métiers, pourquoi pas. L'adaptation de la force de travail, des personnes qui peuvent se proposer sur les projets, sur les entreprises ou localement ou même en s'exportant, c'est évidemment des enjeux forts en termes de formation. Je sais que vous avez eu une séance sur ce sujet hier. C'est des enjeux très importants. En quelques mots, s'il vous plaît, pour résumer. Oui, je suis arrivé au bout. Parfait. C'est presque fini. Je vous laisse finir. Les enjeux sont extrêmement importants aussi à regarder sous l'angle environnemental et social pour que l'ensemble de ces adaptations puissent se dérouler dans le respect de l'environnement et des personnes qui vivent sur Mayotte. Pour poursuivre, je voulais citer l'exemple du CHM et des évacuations sanitaires. Il y a quelque chose à bien comprendre, c'est que ces projets vont nécessiter des adaptations, par exemple de l'offre sanitaire. Ces projets poussent à l'adaptation de l'offre sanitaire et ensuite les personnes qui vivent sur Mayotte profitent également de cette offre sanitaire améliorée. Ce sont des enjeux qu'on appelle des enjeux de co-développement qui sont très forts et qui méritent d'être repérés. Alors, pour conclure et pour finir, on s'est posé la question, à continuité de ce que disait Christophe Remouet, sur quelle est la poursuite logique des opérations pour que cela se passe bien. Il est évident qu'il va être nécessaire désormais pour poursuivre l'adaptation que les entreprises, les pouvoirs publics, les pouvoirs territoriaux se réunissent au sein d'une organisation qu'on pourra nommer d'un nom type cluster, mais on en choisira probablement un autre désormais. Probablement selon l'organisation Evolène qui fonctionne très bien dans ce domaine. Il faut évidemment poursuivre le dialogue avec l'industrie pour bien comprendre comment adapter cette offre et enfin, peut-être regarder les possibilités d'élargir le spectre une fois l'adaptation faite parce qu'il y a d'immenses opportunités dans la zone de l'océan Indien et Mayotte pourrait se positionner de manière encore plus forte si elle diversifiait les possibilités offertes. Je pense à l'industrie minière, je pense à d'autres industries. C'est probablement quelque chose qu'il faut regarder. Voilà. Et j'en ai fini et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur et tout le monde. Comme vous tous savez, je suis la dame du port. Ça veut dire je vais vous mettre un peu juste vite fait, comme j'ai un maximum 5 minutes, mais je pense que je vais prendre un peu moins que ça. Là, c'est le port d'aujourd'hui.
Ça veut dire sur le bas de page, vous voyez déjà des investissements qui étaient réalisés. En total, pour ce projet gazier, le port, c'est les pierres triangulaires ou angulaires pour qu'on réussisse à Mayotte. Si le port n'est pas au rendez-vous, personne d'autre sera au rendez-vous. Ça veut dire qu'on est conscient que le port, faut être prêt pour ouvrir le marché pour tout le monde. Ça veut dire, là c'est un peu ce que vous voyez aujourd'hui, des développements, on vient de changer des stratégies qui étaient prévues, c'est en cours de faire qu'on bascule un peu ce qui était prévu avant à des nouvelles choses d'aujourd'hui. Ça veut dire, je vais juste voir, j'ai pied quel bouton. Ça veut dire, en fait, là, c'est un peu ce qui est prévu. Sur la gauche, les photos n'est pas très bien, mais ça veut dire on a aujourd'hui quai 2, qui c'est 230 mètres, qui peut accueillir des grands navires quand ils viennent pour amener des gros lots pour le parti Mozambique. Les quai 1, qui est aujourd'hui avec une course contre le monde, avec les départements, nous, en soutien avec un bureau d'études pour réaliser la réhabilitation de ce quai qui peut être prêt pour recevoir tout en septembre 2021. Ça veut dire à partir de mars 2021, on reçoit déjà une partie de stockage qu'on va vous montrer sur la droite de l'écran. C'est tout ce qui est orange. C'est un peu des choses qu'on a prévues. Il y a un besoin des premiers besoins qui étaient exprimés par l'intervenant. C'est 6 hectares et demi de stockage. Tous les stockages sera plupart dans la première offre du tuyau. Ça veut dire, aujourd'hui, on est plus un port de containerisation, mais on va passer de ça à plus vers des tuyaux pour eux. Aussi, ce qui va changer fondamental au port, c'est le travail. Aujourd'hui, on travaille 2 shifts, ça veut dire 8 heures du matin jusqu'à 21 heures du soir. Et maintenant, on passera, si on obtient les appels d'offres, à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça traduit à des emplois. Parce que ce n'est pas l'équipe qui travaille aujourd'hui qui peut faire demain le même travail. Ça veut dire qu'il y a au moins entre 60 et 100 personnes de plus qui vont être embauchées ou qui doivent être embauchées juste pour la manutention des ports, indépendamment qui se passe au niveau des déclarations de douane pour les transitaires, tout ça, indépendamment si ce qui se passe pour ramener des équipes et tout ça. Il y a un mouvement d'environ 30 à 40 personnes vont et viennent toutes les semaines. Tous les 3 jours ou 4 jours, il m'a expliqué. Voilà, ça c'est les ports dont ici, qui est un sur les bas d'écran, on est en train de travailler avec le département et le bureau d'études pour réaliser ce qui est nécessaire. Sur le milieu d'écran, vous voyez un L, c'est un changement de nos plans stratégiques vers là. On va créer encore 330 linéaires de quais de plus pour le Mozambique et les collines, vous voyez, il est un peu coupé déjà. Il y a plus que 2 hectares qui va partir dans les prochains mois pour accompagner les parties qui sont au milieu de l'écran. Et à la droite de l'écran, vous voyez un long bar. C'est un quai flottant qui est très innovant. On est 4 endroits dans le monde qui a ça. Et qui va avoir ça? C'est ça. Ça veut dire en total des investissements qui vont se faire, ça va être à l'entour de 150 millions d'euros. Un parti fédéral, un parti département, un parti interne. Ça veut dire, voilà, c'est ça ce qui est prévu dans le temps qu'il faut. Mais la première partie, quand on accroche le premier marché, parce que le premier marché va nous amener sur les autres 6, 7, 8 autres marchés, ce qui est là. Si on réalise ça, on amène à Mayotte 30 ans de travail, 30 ans des embauches pour les jeunes, tout ça. Ça veut dire que c'est vachement important
que tout le monde participe à ça. Aussi, pour juste finaliser, on est vraiment, comme le précédent intervenant ont dit, on est plus proche du site. On est le photo est pas très bien visible, mais on est à 21 heures, un bateau de 15 nœuds. Mais je pense, toutes les interventions que j'ai eues, ou les relations que j'ai eues, l'aéroport va servir avec que les équipages puissent aller directement de Mayotte, directement sur le site d'Afongé. Ça veut dire, en tout cas, là, c'est un peu tout ce on fait, tout ce qu'on prépare. On est plusieurs qui travaillent presque plein temps sur ce projet. Ça veut dire, en fait, on espère qu'on peut tous ensemble réussir de décrocher les marchés et qu'on porte la confiance et la garantie envers la première société qui nous regarde. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous, Pierre Galzo, je suis médecin. Donc ça fait la 5e fois que je viens ici à Mayotte. La première fois était à l'issue de la première mission conjointe MEDEF et Volène, et qui a été rejointe par une très forte délégation mahoraise et réunionnaise courant 2018 sur Maputo. Nous sommes, en tant qu'opérateur d'assistance internationale, à la fois en charge de la partie support médical opérationnel sur les grands projets industriels, miniers, grands chantiers d'infrastructure, pétroliers bien sûr, et dans le domaine du nucléaire. Le groupe auquel nous appartenons, je suis le fondateur d'AEMC, je suis toujours actionnaire, mais nous sommes maintenant filiale du groupe international SOS, qui est le leader mondial de l'assistance médicale opérationnelle, crise et sécurité pour les entreprises, les organisations internationales et les gouvernements. Le nom n'est pas très connu, pas très familier, c'est pas comme Europe Assistance ou Mondial Assistance parce que nous sommes centrés sur les problématiques business to business et gouvernement, bien entendu. Le groupe représente environ 11 000 personnes, dont 5 000 professionnels de santé à temps plein. Ça, c'est important. Nous avons une forte implantation régionale avec un centre de régulation médicale et d'assistance situé à Johannesburg, des capacités d'évacuation sanitaire et d'extraction médicale positionnées sur l'aéroport de Lanseria, avec notre propre magasin de matériel biomédical, nos procédures matériaux-vigilance, et évidemment, nous sommes très sollicités en ce moment pour les problématiques Covid. L'un de nos avions est d'ailleurs booké par les Nations Unies et qui est en stand-by pour ce type d'évacuation. Alors, le Mozambique est un pays que nous connaissons bien depuis 15 ans, puisque nous accompagnons encore une fois les pétroliers. Le groupe international SOS, à un titre ou un autre, sert 80% du CAC 40 et 80% du Fortune 100. Ça veut dire que tout ce qui est Shell, ExxonMobil, Vale, Eni, Total, tout ça, ce sont nos clients. Au Mozambique, nous sommes implantés depuis 15 ans, avec une centaine d'employés maintenant, dont 80% de Mozambicains, confrères, médecins, infirmiers, que nous avons formés nous-mêmes. 5 années de présence dans le Cabo Delgado, puisque nous étions l'assisteur d'Anadarko, qui a cédé ensuite ses assets et ses avoirs à Total. Et nous mettons actuellement en place un dispositif préventif médical pour le groupe Total, qui est notre partenaire depuis 20 ans, ainsi que pour CCSJV, qui est l'énorme consortium EPC, qui va déployer des dizaines de milliers de collaborateurs sur le site. Notre direction des opérations médicales est à Maputo. Nous ne sommes pas simplement une entreprise type l'appel médical qui envoie des médecins comme dans un mode manpower. Nous sommes des organisations d'assistance structurées avec une véritable direction médicale, avec une organisation très lourde, support métier, ce qui fait que toutes nos équipes qui sont déployées sur le terrain bénéficient du soutien de centres d'assistance. Ça fonctionne exactement comme des SAMU. Pour faire simple, si vous voulez, nous sommes la cellule médicale du plan Orsec
qui est organisé sur l'emprise de l'ensemble des grands projets industriels dont je vous parlais. Nos principales références au Mozambique sont Total, ExxonMobil, Saipem, CCSJV, Technip FMC, bien entendu, et également dans le domaine minier, Vale. Alors vous avez ici une photo de notre clinique de Pemba qui va monter en puissance dans la perspective de l'organisation des évacuations sanitaires que nous prévoyons sur Mayotte. La question des extractions aéromédicales, si vous voulez, la médecine extra-hospitalière, préhospitalière, qui est notre spécialité, c'est une question de balance permanente entre la physiopathologie et la logistique. Physiopathologie au sens médical du terme, le but de chacun, tout ce qu'on demande tous quand on est face à un médecin, c'est une orientation diagnostique précoce, une orientation thérapeutique précoce et si possible définitive. La stabilisation, c'est stopper une boucle d'auto-aggravation qui, avec des moyens médicaux lourds et parfaitement appropriés. On a donc maintenant des capacités d'extraction logistique sur le site d'Afungi. Je vous ai mis une photo de la piste qui est en service maintenant. Vous voyez, on a un avion ATR qui est en train d'atterrir. Voilà, pour le moment, c'est donc l'infrastructure qui nous permet de travailler à partir d'Afungi. Nous avons également l'aéroport de Pemba, qui est tout proche de notre clinique, qui est un aéroport international, un aéroport d'entrée. Et voilà. Et notre travail d'organisation, de planification de mesures d'urgence commence par ce qu'on appelle un inventaire caractérisé des ressources, et c'est ce que j'ai commencé à faire quand je suis venu ici la première fois, en 2018, à la suite de la mission que j'évoquais tout à l'heure, il a fallu faire comprendre à toutes les parties prenantes américaines, sud-africaines qui étaient sur place que Mayotte existait et qu'on avait à Mayotte des capacités d'appui et de soutien avec des niveaux de qualité superposables à ce qu'on connaissait, à ce qu'on connaît dans l'Union européenne ou dans nos pays occidentaux. J'ai donc visité l'hôpital, pièce par pièce, étage par étage, les blocs opératoires. J'ai discuté avec mes collègues médecins des urgences, j'ai discuté avec Madame Barbezieux, on a pris attache avec l'ARS par la suite, bien entendu, tout simplement pour définir ce qu'on appelle des schémas d'organisation des soins. C'est-à-dire qu'en fonction de différents types de pathologies, on sait très bien ici à Mayotte, quand c'est la neurochirurgie, il faut envoyer sur Saint-Denis, sur Saint-Pierre, par exemple, la Réunion. Si c'est la cardiologie, on envoie sur Saint-Denis. C'est ça qu'on appelle un schéma d'organisation des soins. Donc, on va être confronté, si vous voulez, 25 000 personnes. Ça représente, si à peu près 4%, c'est ce qu'on voit dans le monde entier, 4% des personnes passent pour une raison ou pour une autre dans nos antennes médicales sur les sites. Ça fait tout de suite 1000 personnes par jour. Vous voyez, en admettant qu'il y en ait 1% qui nécessite des actions de suite et une évacuation, ça en fait 10. Et 10 tous les jours. 10 plus 10 plus 10 plus 10. Vous voyez ensuite les capacités, ce que ça entraîne en matière de capacité d'extraction. Dans des tableaux qui sont effectivement neurochirurgie, cardiologie interventionnelle, réanimation lourde, chirurgie de sauvetage, ce qu'on appelle le damage control, quelqu'un qu'il faut extraire très rapidement pour une intervention chirurgicale de sauvetage. Voilà. Donc ce travail d'analyse a été intégré dans dans les plans qui sont en cours de préparation. Maintenant, Mayotte a émergé et bien présente sur la carte des plans d'urgence de l'ensemble des opérateurs, pas uniquement français, mais également nos clients et mandants anglo-saxons, que ce soit ExxonMobil, que ce soit les collaborateurs américains de Total, que ce soit les anciens d'Anadarko qui sont restés, les gens de CCSJV, les anciens de CBNI et tout ça. Il faut expliquer à tout ce monde-là que Mayotte est ici et qu'il y a un salut en dehors de Johannesburg et de l'Afrique du Sud, bien entendu. Voilà, donc c'est tout ce travail qui a été fait et qui porte ses fruits.
Lorsque je suis venu la première fois, j'ai été évidemment regardé de près comment fonctionnait le SADMU, j'ai été regardé de près la réanimation, j'ai vu comment fonctionnaient remarquablement vos services d'évacuation sanitaire, de référence et contre-référence entre Mayotte et la Réunion. J'ai évidemment été, non pas audité, mais évaluer les capacités et discuter, rencontrer mes collègues des CHU de la Réunion, à Saint-Pierre et à Saint-Denis, pour bien comprendre l'ensemble de ces mécanismes et pouvoir ensuite traduire ça sur un plan, sur un plan purement tactique pour l'organisation à venir du soutien médical opérationnel de ces opérations. Voilà. Donc toutes les capacités de Mayotte sont en cours de référencement dans ces schémas d'organisation des soins. Et tout ça sera porté sur le papier, ça sera inscrit, ce seront des procédures, des protocoles qui seront ensuite validés, des documents contrôlés par les opérateurs pétroliers, et on aura bien installé Mayotte au sein et au cœur de nos mécanismes d'évacuation sanitaire. Voilà. Une présentation un petit peu plus globale. On a l'habitude, on travaille évidemment pour les pétroliers, pour le privé, dans le secteur marchand, dans le domaine du nucléaire, mais on a également, et ça il faut le garder en tête, une grosse habitude des contrats gouvernementaux. On travaille avec les pouvoirs publics également. Pas tellement en France, parce que c'est peut-être pas tellement la culture, sauf le ministère des Affaires étrangères qui nous connaît bien, puisque nous sommes l'assisteur de référence du centre de crise et de soutien. Pour mémoire et entre nous, les Airbus A380 qui ont évacué tous les Français de Wuhan au moment de la crise Covid à l'époque, les évacuations de masse nous ont été confiées. On a pour le moment positionné en France et en Amérique du Nord des avions qui sont prêts à partir avec des équipes médicales pour des évacuations Covid. Voilà. Mais par contre, on travaille beaucoup avec l'Union européenne, avec les agences de défense, avec EUCAP Sahel, et les Nations Unies nous sous-traitent une bonne partie de leur capacité d'évacuation tactique d'hôpitaux sur les théâtres de maintien de la paix, dans le Sahel en particulier, de niveau 1, évacuation tactique par hélicoptère, hôpital de niveau 2, rôle 2, ça je paraphrase mes collègues militaires. Et donc on met d'une façon en place ces capacités d'évacuation aéromédicale au profit des organisations internationales multilatérales. On est des médecins qui ne nous tournons pas les pouces sur le site en attendant que les urgences arrivent. On devient le médecin de famille de toutes les communautés, bien entendu, et on est embarqué dans les problématiques de développement communautaire, de développement durable et de responsabilité sociale également de nos entreprises. Nous avons des médecins de santé publique et l'OMS nous confie également des missions de soutien pour des programmes Ebola actuellement en République démocratique du Congo. Voyez-vous, donc tout ça est multiforme. Voilà. Et puis, une dernière petite chose qui intéresse la sous-région. Nous avons été invités par la Direction de la sécurité de l'aviation civile locale et la DGAC à La Réunion à participer et à être observateur extérieur et indépendant des 2 premiers vols de qualification du corridor sanitaire qui a permis ensuite de lever les mesures de quarantaine qui étaient extrêmement impactantes pour l'économie de la Réunion, de Mayotte et de la zone sud de l'océan Indien. Donc pratiquement, on a envoyé des médecins experts sur ces avions, observer les protocoles, voir comment tout ça se passait. On a rendu un rapport et tout ça a été extrêmement utile. Et voilà. Et on continue. Actuellement, nous parlions des Seychelles tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. On est en train d'essayer de régler le problème du transit pour nos armements de pêche de Concarneau, du transit de marins qui doivent subir eux aussi se soumettre au protocole de corridor sanitaire vers les Seychelles depuis Madagascar et depuis Diego Suarez. Et on est en train aujourd'hui même de trouver des solutions pour obtenir des tests PCR en temps réel pour leur permettre d'embarquer et de poursuivre leur mission. Voilà.
je leur souhaite, j'ai une pensée pour eux et je leur souhaite bon vent et belle mer. Voilà, merci à tous pour votre accueil. Merci Monsieur le Président. Et voilà, on est à votre service. Un dernier petit mot, je n'ai pas pris de contact institutionnel cette fois-ci. Voilà, les liens sont en place avec le CHM, avec les ARS. Ils savent qu'ils peuvent nous trouver où nous sommes s'ils ont besoin de nous. Par contre, ça a été l'occasion de prendre attache avec nos confrères des services d'urgence et du SAMU et de nouer et de consolider les liens collégiaux que nous avons avec eux pour permettre que des deux côtés du Mozambique, nos médecins et nos confrères travaillent ensemble en coopération dans l'intérêt de nos patients. Voilà, merci à tous. Air Austral, il y a des gens qui sont en visio, je suppose, qui nous regardent et qui ne connaissent pas Air Austral. Il y en a d'autres qui connaissent Air Austral, mais je crois que rafraîchir la mémoire, ça fait aussi du bien. D'accord ? Air Austral, c'est une compagnie qui est importante dans l'océan Indien, mais au niveau mondial, je ne suis pas certain que beaucoup de gens connaissent Air Austral. D'accord ? Donc, je vais dire des choses qui peuvent servir à tout le monde aujourd'hui. Air Austral, c'est un acteur de référence dans l'océan Indien. Nous offrons le plus grand choix de destinations dans l'océan Indien, 15 destinations desservies en propre, des liaisons depuis Mayotte, qui sont directes vers la Réunion, mais aussi à un des hubs les plus importants au monde, en Roissy-Charles de Gaulle, qui est l'aéroport de référence en France, et un des aéroports majeurs en Europe. Grâce à cette desserte, nous avons une coopération sur plus de 40 villes européennes via Charles de Gaulle, avec la compagnie Air France. Nous avons des code-shares avec cette compagnie. Et nous avons un accès en TGVR sur plus de 20 villes de métropole et en Belgique. La gare de TGVR est dans le terminal où nous opérons, au terminal de C. Nous transportons plus d'1 million de passagers en Europe et dans le grand océan Indien. Point important, je crois, près de 15 000 tonnes de fret et de pieds postaux transportés tous les ans, dont 3 000 vers Mayotte. Notre flotte est jeune, les avions ont 6 à 7 ans d'âge, 8 appareils, et nous avons été une des premières compagnies françaises, la première compagnie française à prendre du 787-8 dans notre flotte, qui est un signe de capacité d'innovation. Cet appareil a été choisi pour Mayotte, et d'ailleurs, il arbore les couleurs de l'île, la Passonnaise et le Mont Chungi. Air Austral, c'est aussi une compagnie engagée pour le désenclavement aérien et la connectivité de Mayotte. C'est plus de 40 ans d'histoire sur la ligne Réunion-Mayotte. C'est la seule compagnie qui a desservi Mayotte sans interruption depuis 40 ans. La seule. Et notre programme de base, je parle hors Covid bien sûr, c'est jusqu'à 2 vols par jour entre Mayotte et la Réunion. Depuis le 10 juin 2016, là encore une fois, nous avons lancé le vol direct Mayotte-Paris, une avancée considérable pour le territoire et son développement économique. Nous avons été la première compagnie à le faire, en vol direct, avec un programme de base qui est jusqu'à un vol quotidien que vous avez expérimenté l'été dernier et que vous aurez le loisir d'expérimenter cet été. Last but not least, comme on dit. En 2013, nous avons été effectivement à l'origine de la création de la première compagnie aérienne mahoraise, EWA, pour développer la desserte régionale de et vers Mayotte. Nous avons donc été un levier fondamental pour le développement économique de l'île. Air Austral est aussi un acteur clé contribuant au maintien des capacités d'approvisionnement de l'île. 3 000 tonnes de fret vers Mayotte, des produits cruciaux transportés, denrées périssables, postes, médicaments et autres matériel médical. Je rappelle que même quand le ciel aérien a été fermé, nous avons continué à desservir Mayotte. C'était au mois d'avril, si vous vous en rappelez.
sans discontinuité. Air Austral, c'est aussi un acteur clé du maintien de la continuité sanitaire entre Mayotte et la Réunion. J'ai entendu les intervenants précédents qui ont insisté sur cet aspect des choses. Nous avons donc un savoir-faire et une légitimité connue et reconnue dans le cadre des EVASAN entre Mayotte et la Réunion. Cette expérience s'est construite en lien étroit avec le SAMU et le CHM depuis plus de 25 ans. Et nous réalisions jusqu'en 2019 près de 2000 EVASAN par an, civières et non civières. Nous donnions aussi la garantie et nous bloquons les sièges, de pouvoir transporter à minima une civière par vol, tous les jours. J'ai appelé dernièrement le docteur Guichard, qui est le patron du SAMU Réunion, et je lui ai dit, cher docteur, est-ce que, de par ton expérience, il y a eu une instance où le pronostic vital de l'évacuer a été engagé à cause du service d'Air Austral? Il m'a dit jamais. Je cite le patron du SAMU de la Réunion. Enfin, Air Austral, c'est aussi une compagnie consciente des enjeux stratégiques et du potentiel du développement de Mayotte que nous avons constamment accompagné. Pour arriver au point qui nous intéresse, Mayotte, c'est la plateforme européenne qui permet le chemin le plus court entre le nord du Mozambique et l'Europe. Comme vous l'avez entendu, les trafics qui vont s'orienter entre le monde et le nord du Mozambique peuvent tous passer par Charles de Gaulle et par Bangkok, qui est aussi une plateforme que l'on dessert. Le projet gazier du Mozambique est un projet sur lequel Air Austral est investi aux côtés de son partenaire EWA depuis sa création en 2013. En 2013, nous avons effectué un vol inaugural sur Pemba. Déjà à l'époque, nous nous positionnions sur cette opportunité. En 2014, nous avons commencé les vols réguliers entre Mayotte et Pemba. Faute de trafic, nous avons suspendu la desserte, puisque les opérateurs ne débutaient pas leur opération à Pemba. C'est le cas aujourd'hui. Tout simplement, prenez les temps de vol entre Paris et Pemba, et via Mayotte, bien sûr, et entre Paris et Pemba via Johannesburg, qui pourrait être étudié comme une autre alternative. Vous avez des différences énormes de temps de vol, d'un côté près de 18 heures et de l'autre 12h40. Nous avons donc une opportunité réelle, basée sur une qualité de service indéniable, sur lequel nous pouvons donc capitaliser. Quand on combine les avantages compétitifs évidents d'Air Austral entre l'Europe, entre Paris-Charles de Gaulle, qui est un hub où la clientèle des États-Unis, d'Europe, de tous les coins du monde peut affluer. Air Austral peut amener ses passagers et ce fret entre Paris-Charles de Gaulle et Mayotte jusqu'à un vol quotidien, plus si cela est nécessaire, et nous pouvons monter en puissance. Et notre partenaire EWA peut très bien reprendre toute ou une partie de ses passagers en les acheminant sur le nord du Mozambique ou Pemba ou d'autres aéroports s'ils sont habilités au trafic commercial. Voilà l'offre qu'aujourd'hui nous avons commencé à présenter à certains opérateurs. Oui, nous prenons des contacts. Ils sont en train de préparer l'expression de leurs besoins et de les affiner pour que l'on puisse faire des offres qui soient calibrées et adaptées à leurs besoins. Et je suis certain que la compagnie Air Austral et son partenaire EWA prendront aussi toute l'opportunité
d'accompagner, Monsieur le Président, le développement Mayotte dans le cadre de ce projet gazier. Merci de votre attention. EYR, bon, c'est la première compagnie mahoraise qui a été créée en 2013 avec des actionnaires 50% et Austral et 50% des Mahorais. Dans la Chambre de commerce, nous avons un de nos administrateurs qui est présent ici, Monsieur le Président. Nous avons une flotte jeune et moderne, c'est 2 AT609. C'est aussi les premiers avions commerciaux immatriculés à Mayotte. Donc, on l'a acheté en propre, nous sommes propriétaires et c'est pas négligeable pour une petite compagnie comme nous. Nous avons quand même un réseau. Pour l'instant, nous avons 7 destinations. Voilà la carte de notre réseau. Et nous avons aussi l'ambition d'étoffer ces réseaux, d'aller plus loin et ouvrir d'autres lignes dans le mois à venir. Notre premier vol commercial Pemba-Zaoudji, c'était le 1er avril 2014. Rassurez-vous, ce n'est pas un poisson. Comme M. Grazini a bien précisé, c'était le 1er avril qu'EWA a effectué le premier vol chez Pemba. La première étape d'un nouveau développement, c'est que EWA, avec ses actionnaires, ont cru et croient encore en développement de Mayotte et aussi sur Pemba. Je ne vais pas étendre sur ce que M. Grazine a déjà dit. Nous avons arrêté l'exploitation puisqu'il n'y avait pas tellement de trafic, mais nous avons toujours gardé notre droit de trafic. Depuis 2014 jusqu'à 2020, nous avons gardé notre droit de trafic parce que nous y croyons fermement au développement et en même temps développer le hub de l'aéroport de Mayotte. Aujourd'hui, ces 7 destinations, nous avons quand même contribué à faire le hub de l'aéroport de Mayotte. Et ça arrive avec le long courrier. Il y a d'autres compagnies qui arrivent avec des passagers et c'est nous qui les repartissons, les transportons sur la zone. Si EYR aujourd'hui a pris son envol, nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore des perspectives et nous sommes en train de travailler là-dessus. Aujourd'hui, la ligne Pemba-Zaoudji opérée d'un moyen d'un ATA 72-600, c'est 64 sièges. Redémarrage du vol, nous avons déjà programmé 3 fréquences hebdomadaires à partir du 2e trimestre 2021. Demain, si nécessaire, si les besoins se font sentir, eh bien, nous pourrons aussi nous adapter en louant un appareil de capacité plus adaptée. Ça va réduire encore les temps de vol entre Pemba et Zaoudji. On offrira encore des sièges beaucoup plus importants et on pourra augmenter les fréquences entre Pemba et Mayotte. Ceci étant, nous nous adapterons à la demande, que ce soit même à la limite des vols quotidiens, pourquoi pas. Nous y croyons fermement et nous sommes engagés, nous avons l'intention de bien augmenter et de suivre le trafic. Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Bonjour, Messieurs les Présidents, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, à nouveau parmi vous à Mayotte pour mon grand plaisir. Ça fait quelques fois depuis 2-3 ans maintenant, et toujours avec le même accueil. Donc, pour vous présenter brièvement notre société, nous sommes une société familiale depuis 40 ans. Nous avons 18 avions actuellement. Nous travaillons dans plusieurs domaines, en particulier sur les oil and gas, c'est-à-dire les opérateurs gaziers, pétroliers, etc.,
installés dans des pays qui n'ont pas de structure aéronautique correspondant à leurs normes. Donc nous travaillons sur l'Afrique équatoriale, également occidentale depuis 25 ans environ, et nos clients sont satisfaits de nos services puisque tout simplement ils nous renouvellent d'année en année et de décade en décade. Nous avons également un département bien particulier qui est un département donc évacuation sanitaire que nous effectuons effectivement depuis pas mal d'années avec plusieurs types d'appareils. Et c'est avec grand plaisir que nous avons été conviés donc à participer à une demande et offrir une réponse adaptée pour Mayotte, pour l'ARS et le CHM. Et de ce fait, nous avons positionné un avion. Si j'arrive à faire marcher, ça m'arrangerait. Voilà. Nous avons donc positionné un avion à Mayotte, voilà 5 mois. Un avion dédié sanitaire donc pour le CHM, que je remercie, ainsi que l'ARS. Et nous avons effectué depuis donc cette période 200 évacuations sanitaires essentiellement sur la Réunion, à savoir Saint-Pierre et Saint-Denis. C'est un appareil donc biréacteur équipé de 2 civières, plus 30 passagers, complètement adapté pour les évacuations sanitaires. Nous avons un programme de mise à disposition qui fait que l'avion est disponible H24 en fonction de l'ouverture des terrains de Mayotte, bien entendu. Mais nos équipages sont à demeure et une base technique également pour entretenir l'avion sur Mayotte. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les intervenants de l'aéroport de Mayotte qui sont d'une coopération absolue, aussi bien les services publics que privés par les assistances, afin de faciliter le transport sans interruption directement sur la Réunion. Et à ce sujet, donc 99% de régularité et 100% des missions accomplies en l'espace de 5 mois. Voilà, donc bien entendu, ce service dont nous venons de faire la preuve, nous demandons qu'à le pérenniser. Et ce qui nous intéresse, c'est pas une seule opération, mais nous sommes très orientés effectivement sur la pérennité. Et dans ce cadre-là, bien entendu, nous sommes très proches du Mozambique, en ce sens que nous développons notre propre compagnie directement au Mozambique avec une autorisation de transport qui va être bientôt opérationnelle. Et le but étant, bien entendu, de travailler d'une façon synchrone avec Mayotte, car pour nous, Mayotte est majeur. Nous sommes d'abord français, bien sûr, mais ensuite nous avons une bonne expérience de l'aéronautique en France, puisque nous avons des lignes régulières sur la métropole, à l'intérieur. Nous desservons au départ d'Orly, Rodez, Clermont-Ferrand, Aurillac, Castres, Tarbes également, en coopération avec Air France, ou sous-traitant d'Air France, cela dépend des lignes. Et donc voilà, nous sommes habitués à travailler très fréquemment avec les grands majors aéronautiques, et bien entendu, nous sommes tout à fait conscients que notre taille d'avion ne permet pas de faire des vols transcontinentaux. Nous sommes des avions régionaux, donc des appareils de type biréacteur Embraer 145 ou 135, ATR 42 500 et 72 600 également, plus des avions d'affaires Falcon 900 pour des destinations particulières. Voilà, pour nous ce qui est essentiel, c'est que Mayotte, nous envisageons un pied-à-terre très profond pour nous inscrire dans une chaîne de valeur en ce qui concerne le transport, en priorité avec les évacuations sanitaires, en synchronisation avec les opérateurs économiques sur le Mozambique et surtout en développement sur Mayotte pour le bien de tout le monde et de toutes les communautés. Je vous remercie. Merci pour cette invitation. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Denis Atté, je travaille pour une société qui s'appelle Technip FMC, qui est une société de fourniture d'équipements et de services pour l'industrie pétrolière, qui fournit toute la gamme depuis les équipements sous-marins des champs offshore jusqu'à des infrastructures terrestres de type raffinerie, et ce dans le monde entier. À titre personnel, je suis chez Technip FMC ce qu'on appelle un Operation Manager. Alors dans le pétrole, on parle beaucoup anglais, donc il va falloir vous habituer. C'est pratiquement la langue unique d'usage. Donc ce qu'on appelle Operation Manager, c'est-à-dire que je gère les opérations d'installation d'équipements en mer et surtout les bateaux qui font ce genre d'installation.
Donc je vais vous faire une petite présentation pour, je pense, familiariser un peu avec notre industrie. Alors vous me dites si, quand vous voyez mon écran, vous l'avez? Oui, nous l'avons. Ok. Donc Technip FMC, on intervient sur un projet qui s'appelle Golfinho Mozambique LNG pour Total. Et on envisage éventuellement de baser notre support logistique à Mayotte. Donc une brève introduction puisque Kayambe vous a déjà présenté ce que c'était. Il y a des grosses découvertes de gaz dans le nord du Mozambique et sur ce projet Total, Technip a gagné toute la partie sous-marine, hein, c'est-à-dire toute l'installation des pipelines et des équipements sous-marins qui vont permettre de produire le gaz jusqu'à la plage, la partie terrestre étant confiée à d'autres sous-traitants. Et nous interviendrons pour installer tous ces équipements de octobre 2021 à janvier 2023. Donc le site, il est dans le nord du Mozambique, tout près de Palma, c'est-à-dire environ un peu plus de 300 000 nautiques de Mayotte. Donc nous avons une flotte qui est assez importante, c'est un assez gros projet pour nous. Hein. On a une flotte qui est aujourd'hui de 33 navires au total, divisée en trois grandes catégories. Ce qu'on appelle les navires d'installation, de construction, que vous voyez en haut. Donc à gauche ici, vous avez un navire d'installation de pipeline rigide. Et celui que vous voyez à droite est de pipeline flexible et d'installation sous-marin. Donc on a 4 navires qui vont opérer sur un peu plus d'1 an au total, 400 jours d'opération pour développer ce champ. On a un deuxième type de navires qu'on appelle les navires support, qui sont soit pour amener du matériel depuis notre base logistique jusqu'à ces bateaux d'installation, c'est le genre de bateau que vous voyez à gauche, ou d'emmener nos équipages, puisqu'il faut faire les relèves d'équipage, personne ne reste 400 jours sur un bateau, et donc c'est le genre de bateau que vous voyez à droite. Et puis on a une petite vingtaine de navires de transport qui vont amener tous les équipements nécessaires au développement de ce champ, qui viennent absolument du monde entier. On a des fournisseurs du Japon jusqu'à la Floride, en passant par les Émirats attendez, excusez-moi, les Émirats et l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire une base logistique offshore? Il y a quatre grandes catégories d'activités. Il y a la logistique générale, qui est du support aux opérations. Il y a la logistique du personnel, qui est principalement les relèves d'équipage. On a des transferts d'équipements de bateau à bateau et on a des mobilisations de navires de construction à faire. Alors le transport du matériel, c'est principalement on reçoit ce matériel par fret maritime ou fret aérien, on l'emmène jusqu'à notre base logistique, on a du stockage temporaire et ensuite on doit transporter et charger ces équipements sur les bateaux. Sur les relèves d'équipage, il faut aussi amener le personnel donc depuis l'aéroport en général jusqu'au port pour qu'ils embarquent sur les bateaux. On a aussi des besoins en ce qu'on appelle ravitaillement. C'est bêtement la nourriture principalement et tout ce qui peut être consommable dont les gens ont besoin à bord pour vivre, qui suit un peu la même logique que le matériel. Ils arrivent par fret aérien ou maritime, il faut les emmener à la base, les stocker puis les charger sur nos bateaux. On a également un gros volume de résidus, on a plusieurs centaines de personnes au total sur ces bateaux, donc ça génère beaucoup de résidus. Et il faut donc gérer, débarquer puis gérer ces résidus. Et on a bien évidemment du va-et-vient de matériel divers et de pièces de rechange. Donc quels sont nos besoins pour ce genre d'activité? On a besoin d'une zone de stockage temporaire avec les bonnes conditions douanières qui s'accompagnent pour faire du transit. On ne fait pas d'importation, on fait que du transit. On a besoin de transport vers le port, de services portuaires. On a besoin d'un quai assez disponible, de moyens de grutage. On a besoin de services de soudage parce qu'on a besoin de faire des points d'amarrage pour tout ce matériel qui part sur nos bateaux.
En ce qui concerne les équipages, on a besoin bien sûr d'un accès aérien, on vient d'en parler, depuis l'Europe et depuis l'Asie. Une partie de nos équipages sont asiatiques, philippins, malais ou thaïlandais. On a besoin d'héberger ces personnes en transit vers le Mozambique, de les transporter, et on a besoin d'un support médical, un hôpital et une entreprise du genre ASOS qui nous supporte un peu partout dans le monde. Pour le ravitaillement, c'est à peu près la même chose. On a besoin de stockage temporaire, de transport et de services portuaires. Et pour les déchets, on a besoin localement d'entreprises qui soient capables de traiter nos déchets. Nos déchets en général sont des déchets tout à fait classiques, organiques, acier, un petit peu de produits chimiques, mais rien d'extraordinaire. On a un deuxième type d'activité qu'on appelle le transfert de bateau à bateau. C'est-à-dire nos bateaux de transport dont je vous ai parlé préalablement amènent leurs équipements et il faut qu'on les transfère sur des bateaux de support qui vont les amener sur le champ. Donc typiquement, on fait ça à l'ancre en général, les bateaux se mettent à couple et avec les grues du bateau de transport, on transfère nos équipements qui sont en général ou des tubes acier ou des grands équipements sous-marins ou des bobines avec nos pipelines flexibles. Et on a besoin pour ça d'une zone abritée principalement et d'un point d'ancrage sûr et dédié parce que nos bateaux peuvent rester plusieurs semaines à l'ancre pendant que les bateaux de support font leurs allers-retours vers le champ. Et on a un dernier type d'activité qui est ce qu'on appelle les mobilisations de nos navires d'installation. C'est-à-dire que nos navires passant de projet en projet dans le monde entier, il faut toujours qu'on les prépare spécifiquement pour notre projet, qu'on installe les équipements qui sont spécifiques à notre projet. Vous voyez ici, c'est le cas sur ce bateau. Et ça prend quelques jours, ça prend 3 à 5 jours typiquement. Il faut qu'on installe ces équipements, qu'on les soude, qu'on mette aussi à bord tout l'équipage nécessaire. Donc on a des besoins là alors soit un quai ou une baie abritée, beaucoup de services de soudage et des services de logistique et d'hébergement. Donc pour résumer rapidement, dans le type d'activité de technique FMC, le genre de besoins dont on a besoin pour organiser une base offshore, c'est des services portuaires évidemment, un agent maritime et transitaire pour gérer notre fret, du transport local pour le matériel de personnel, de la soudure et de l'inspection de soudure, de l'hébergement, du traitement de déchets, et très important, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nos opérations ne s'arrêtent pas et on opère de façon continue jusqu'à ce que le champ soit installé. Donc je vais reprendre la main. Alors on s'est intéressé à Mayotte depuis quelques temps, un peu à l'initiative de notre client aussi Total. Et on a fait une visite fin septembre, on a rencontré un certain nombre d'entre vous déjà, donc on a pu exposer déjà un peu nos besoins et très honnêtement on a eu une très bonne impression de Mayotte. Mayotte a clairement des atouts à défendre. Le site du port est assez exceptionnel, donc on pense que Mayotte est tout à fait adapté à nos besoins. Maintenant, quelque chose de très important à clarifier, c'est que Technip FMC ne vient pas à Mayotte en investisseur. On vient à Mayotte en client. J'ai déjà eu l'occasion de démarrer un peu de l'activité dans des pays où les gens pensent que les pétroliers arrivent avec de l'argent. Non, les pétroliers arrivent avec une demande, avec des activités. Et pour ça, on a besoin d'une offre, évidemment. Comme n'importe quel client, il nous faut une offre pour répondre à notre demande. Et cette offre, elle doit être attractive, elle doit être compétitive, et elle doit être le meilleur rapport qualité-prix dans la région. Ça, c'est très très important. Que Mayotte comprenne cette relation fournisseur-client entre les opérateurs pétroliers et les moyens locaux. Et en quelques mots pour finir, s'il vous plaît. Alors, je voudrais juste donc terminer. Donc, elle doit être attractive et compétitive et elle doit être fiable. Ça, c'est aussi très important pour nous. On est capable de s'accommoder de beaucoup de choses avant, mais une fois qu'on s'est mis d'accord, il faut absolument que tout le long de nos opérations, cette offre reste valable et qu'il n'y ait pas de changement d'infrastructure politique ou quel que soit. Donc,
Pour terminer, pour conclure, nous venons à Mayotte et nous espérons venir à Mayotte, mais en client, nous avons besoin d'une offre attractive et compétitive et qui soit fiable. Et c'est ce que j'espère de Mayotte dans les semaines qui viennent pour qu'on puisse prendre nos décisions d'ici la fin de l'année, si on s'installe ou non à Mayotte pour notre projet au Mozambique. Voilà. Merci beaucoup.